Est-ce que vous faites partie des gens qui ont été déçus par Prometheus, exaspérés par Alien Covenant, énervés par Alien Romulus? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez très envie de regarder la série Alien Earth et que vous ayez très peur d'être encore une fois dégoûté par la tournure de la saga. Et en même temps, est-ce que c'est pas inévitable à ce stade? On va essayer d'y voir plus clair dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Antoine, et oui, Alien Earth était l'une des séries qu'on attendait le plus cette année à écran large, avec autant d'impatience que de réticence. On est beaucoup à adorer la saga, même si elle continue de diviser d'épisode en épisode. Et pour être clair, dès maintenant, j'ai un peu galéré sur cette vidéo autour d'Alien Earth. Déjà parce qu'il va falloir que je répète ce titre à la con sans poustillonner partout avec mon accent nul. Alien Earth. Mais aussi et surtout parce que j'arrive pas totalement à jauger mon appréciation de ce que j'ai vu pour le moment. C'est même honnêtement l'un des objets pop que je craignais le plus de chroniquer sur cette chaîne cette année. Il y a des choses que j'aime beaucoup, d'autres beaucoup moins, et je tiens à préciser qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on en est à la diffusion du 4e épisode sur les 8 prévus. Et perso, j'ai eu la chance d'en voir 6 sur les 8. Je vais pas spoiler les épisodes 5 et 6, je vous rassure, mais je vais les prendre en compte dans la réflexion globale de cette vidéo. Bon, déjà, petit point important pour que vous vous repériez par rapport à mes goûts. J'adore la tétralogie Alien, bon, un peu moins le 4, mais c'est quand même super. Je n'aime pas la démarche de préquel pseudo-existentiel de Prometheus, et je déteste viscéralement Alien Covenant, qui avait tous les problèmes de Prometheus x 1000. En revanche, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais j'aime beaucoup Alien Romulus, et je l'ai revu il y a pas longtemps, donc je le signe. Il y a, oui, certes, des éléments de fanservice qui plombent l'ensemble. Get away from her. You bitch. Mais enfin, on revenait à du Alien qui faisait peur et qui se montrait inventif avec ses possibilités de SF, tout en assumant son humilité d'exercice de style peut-être pas des plus originaux, mais vraiment bien foutu. Donc quand une série Alien a été annoncée, j'étais comme plein de gens. J'ai sorti les crocs, j'ai préparé mes munitions. Pourquoi faire une série pour la première fois dans la saga ? Pourquoi raconter une histoire qui se déroule avant le tout premier film, donc encore un préquel comme Prometheus et Alien Covenant, ou même au fond Alien Romulus qui se déroulait entre les 2 premiers épisodes? Pourquoi déplacer l'action sur Terre, chose que la saga a tenté plusieurs fois, que ce soit avec les versions abandonnées d'Alien 3, la fin alternative d'Alien 4, où on voit Paris en ruine, ou même les spin-offs Alien vs Predator. Et surtout, pourquoi croire un seul instant que cette série pouvait être une bonne idée et une bonne surprise, plutôt qu'un simple contenu pour Disney+. C'est ce qu'on va voir après ce petit mot sur notre partenaire du jour. Peut-être qu'un jour on deviendra riche et célèbre. Mais en attendant que des centaines de personnes nous demandent de leur signer des autographes dans la rue, on signe essentiellement des documents en ligne, donc autant le faire bien et sans prise de tête avec Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui met à disposition des entrepreneurs plus de 45 applications pour gérer toutes les facettes d'une entreprise et faciliter le travail au quotidien. Ça va de la facturation à la comptabilité en passant par la création de sites web, les ressources humaines, la gestion de projets et bien plus encore. Aujourd'hui, on s'intéresse à leur application Signature qui va vous être utile pour envoyer des documents à faire signer ou signer des documents qu'on reçoit. Sur le papier, c'est pas l'activité la plus passionnante, je suis d'accord, mais Odoo rend ça super simple et permet de personnaliser, de sécuriser et d'optimiser énormément de paramètres, de la signature en elle-même au document, ce qui en fait une appli bien pratique. On peut aussi sauvegarder des modèles pré-remplis pour gagner du temps sur les tâches répétitives. Ça fonctionne intuitivement. On commence par ajouter des signataires, on continue avec la création des champs de notre choix qu'on fait simplement glisser sur le doc. Ils sont modifiables et on peut les rendre obligatoires ou pas. Il y a aussi plein de fonctionnalités disponibles comme le fait de pouvoir déterminer l'ordre des signataires au moment de l'envoi, donc un plus côté organisation. L'autre plus-value, c'est l'envoi automatique de rappels aux destinataires pour éviter les retards ou les oublis. Tous les documents sont par ailleurs consultables via n'importe quel téléphone, ordinateur ou tablette, donc zéro souci de compatibilité des appareils. Odoo regroupe ensuite tous les documents signés dans un espace centralisé, sans limite de stockage et bien évidemment, toutes les opérations sont enregistrées de manière sécurisée pour protéger nos données privées. Encore mieux, la première application Odoo est gratuite à vie avec support et hébergement illimité inclus. On peut ensuite avoir accès à l'ensemble des applications disponibles à partir de 19,90 € par mois.
Concrètement, s'il y avait bien une chose qui rassurait avec Alien Earth, c'est son créateur Noah Hawley, à qui l'on doit les séries Fargo et Légion. La première adaptait le film culte des frères Coen, ce qui semblait complètement improbable, quand l'autre adaptait un personnage surpuissant de la galaxie Marvel, puisque c'est le fils de Charles Xavier, le chef des X-Men. Et dans les deux cas, ça s'est vraiment démarqué, autant de leur modèle que de la concurrence. On n'était pas sur un bête remake de Fargo, et avec Légion, on était loin des séries Marvel bouseuses comme les Inhumains ou Cloak and Dagger. Il y avait une liberté sur ces deux projets, et ça semblait se confirmer sur Alien Earth, où Hawley a semblé être libéré du poids de Ridley Scott et de ses préquels. Il a d'ailleurs assumé qu'il n'en était pas fan pour des raisons que je comprends parfaitement. Premièrement, l'idée que les xénomorphes sont des armes biologiques et pas des formes de vie naturelles, fruits de millions d'années d'évolution, ça ne l'inspirait pas du tout. Deuxièmement, cette technologie super futuriste qu'on voit dans les préquels, qui est illogique avec la technologie des premiers films aliens se déroulant pourtant après, ça le gênait. Normal, ça pose un problème de cohérence. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui, mais on peut reconnaître une chose, il a eu une certaine latitude pour s'approprier Alien, y piocher ce qui l'intéressait et développer son histoire sans être écrasé par une tonne d'obligations. Bon, maintenant que le contexte est posé, qu'est-ce que j'en pense ? Et bah comme je l'évoquais, c'est compliqué. Et alors, c'est amusant parce que Geoffrey a également vu les premiers épisodes et il faut savoir qu'avec Geoffrey, on est rarement d'accord sur nos goûts, c'est même un peu la blague dans la rédac. Et pourtant cette année, il y a eu une connexion à plusieurs reprises. Nos petits cœurs ont battu à l'unisson sur Matérialiste ou encore Life of Chuck, surtout Life of Chuck d'ailleurs qu'on considère tous les deux comme l'un des meilleurs films de l'année. Et puis paf, Alien Earth est arrivé. Geoffrey était plutôt convaincu par les deux premiers épisodes et a commencé à déchanter sur les épisodes 3 et 4, et moi c'est l'inverse. Mais si je le précise, c'est parce que nos deux ressentis sont au moins cohérents avec un point factuel. Alien Earth, c'est la réponse à Alien Romulus, pour le meilleur et pour le pire. Faut dire que Noah Hawley, qui a aussi réalisé le premier épisode, sait qu'il avance en terrain miné et qu'il est obligé de le prendre en compte. Alien Earth commence par une espèce de remake assez hallucinant du premier Alien, le vaisseau Maginot ressemblant comme deux gouttes d'eau au Nostromo. Décors, costumes, accessoires, bruitage, mise en scène, c'est déjà l'overdose volontaire de fanservice pour mieux s'en éloigner avec une ellipse qui nous évoque par une série de flashs la catastrophe inévitable. Alors perso, j'ai déjà un problème avec ça. Oui, je comprends que Hawley veuille marteler son rapport à la nouveauté en nous donnant une carotte pour mieux la manger sous nos yeux, mais je trouve que ça se veut quand même très démonstratif. Au point d'ailleurs où ça retire le mystère qu'on aurait pu avoir si on avait juste commencé la série par le crash du vaisseau. Et puis du coup, ça l'oblige quand même à montrer notre merveilleuse tête de p*** dès les premières minutes, sans trop chercher le build-up iconographique. Bon, ça c'est l'éternel débat depuis le premier Alien, et depuis que James Cameron a mis le titre de la suite au pluriel. Comment rendre la menace du xénomorphe encore flippante quand tout reposait sur sa révélation très progressive dans le premier film. Plutôt que de s'y confronter, j'ai l'impression qu'Alien Earth essaie d'esquiver le problème, en supposant qu'on connaît déjà la créature et en ajoutant de nouvelles bébêtes au bestiaire pour toujours plus de cauchemars. Sauf que passer la découverte de ces nouveaux monstres parasites et leur mode opératoire, il en fait pas grand chose. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour noneuil.com, toujours le meilleur nom de site internet, merci Monstres et compagnie. Bob Razowski, noneuil.com. Mais un autre nom de site très cool, c'est bien sûr celui d'Écran Large. Vous m'avez vu venir, mais c'est le moment de la vidéo où je vous rappelle qu'on est loin d'avoir la force de frappe corporatiste de Weyland-Yutani, et tant mieux d'ailleurs, mais du coup on a besoin de votre soutien. Ça passe par notre abonnement qu'on propose pour quelques euros par mois sur notre site, en échange d'articles exclusifs, et on vient même d'ajouter pour la première fois un podcast réservé à nos abonnés sur la vie quotidienne au sein de la rédaction. Le lien est dans la description, retour à Alien. Comme je disais donc, la série est pour le moment assez radine avec son monstre. Et personnellement, c'est là que je défendrai toujours plus la vision d'Alien Romulus, qui derrière son envie de retour aux sources, ne reculait pas devant la tâche. Au contraire, il jouait de l'ironie dramatique pour créer la peur. Nous, on sait comment fonctionne l'alien, contrairement au personnage du film. Et c'est avec cette appréhension qu'il pouvait iconiser la créature et son cycle d'évolution. La base du terrain de jeu est connue, et c'était l'occasion de créer de nouvelles scènes et des idées scénographiques en son sein, comme la super partie d'1, 2, 3 soleils avec les facehuggers. Ce qui allait de pair aussi avec une vraie gestion de l'espace. Dans Alien Romulus, on comprenait le fonctionnement en deux pôles de la station spatiale et on raccordait les différents éléments topographiques. Là aussi, c'était vecteur de tension, quand on savait que les personnages devaient passer un obstacle ou approcher d'une zone dangereuse. Dans Alien Earth, la visite du crash, qui prend les deux premiers épisodes, m'a semblé assez
chaotique sur le plan spatio-temporel. Chaque décor semble déconnecté des autres et les grosses césures dans le montage n'empêchent pas de revenir 15 minutes plus tard sur des personnages qui n'ont pas bougé depuis la dernière fois qu'on les a vus. J'ai jamais su me repérer là-dedans alors que c'est central dans tout bon film Alien. C'est même le cœur des enjeux. On est coincé dans le labyrinthe avec le Minotaure, mais il faut surtout l'empêcher lui de sortir, de peur qu'il fasse plus de dégâts à l'extérieur. Et c'est par cet endiguement que la franchise pouvait justifier sa nature de quasi huis clos à chaque fois, en évoquant seulement par le hors-champ les dysfonctionnements de sa société corporatiste et néolibérale. Bien sûr, dans le cas d'Alien Earth, ce côté plus segmenté de la topographie s'explique par sa nature de série télé. Même si elle aurait coûté très très cher, on n'a pas le budget officiel mais visiblement c'est énorme, ça reste 8 heures de programme à réaliser et pas un film de 2 heures. Mais justement, est-ce qu'elle n'est pas là la fausse bonne idée ? Alien Earth a enfin l'opportunité de raconter beaucoup de choses plus frontalement sur le fonctionnement de cette terre du futur dystopique qui n'a plus de pays mais des territoires contrôlés par 5 corporations dont la fameuse Weyland-Yutani. Sauf que tout ça reste à l'état d'esquisse. Et dès l'épisode 3, la promesse de voir la menace alien se répandre est une nouvelle fois cloisonnée sur une île à la Jurassic Park où évoluent les personnages principaux. Mais c'est là qu'Alien Earth se rachète. Dès le carton d'introduction, on nous explique que notre planète est habitée par 3 types d'êtres vivants. Les synthétiques, qui sont donc les androïdes comme on en a vu plein de fois dans Alien, les cyborgs, qui sont des humains augmentés, et quelque chose entre les deux, des hybrides, qui sont des androïdes avec une conscience humaine. Ça m'a intrigué. Là où Prometheus, Alien Covenant et Romulus étaient allés chercher le futur de la saga dans les mutations des aliens, avec les ingénieurs et les hybrides comme le newborn bien dégueu de Romulus, la série Alien Earth va dans l'autre direction, les mutations humaines. On suit donc la corporation Prodigy, menée par un jeune génie scientifique forcément imbu de sa personne et inconscient de son pouvoir, qui transfère dans des corps d'androïdes adultes des consciences d'enfants. Ce genre de choses était jusque-là périphérique. Mais là, ça concerne l'héroïne Wendy, incarnée par Sidney Chandler, qui n'est autre que la première des hybrides. Là, il se passe un truc. Il y a quelque chose d'inédit à voir ces acteurs jouer avec l'esprit d'un enfant. Il y a une dissonance à la fois embarrassante et que la série arrive à rendre presque touchante. Ça soulève plein de points fascinants sur le transhumanisme et sur le paradoxe vertigineux entre l'esprit d'un être mortel et le corps immortel où il se retrouve. On pourra reprocher la métaphore très insistante autour de Peter Pan et de ses enfants perdus qui ne pourront ni vraiment grandir ni réellement mourir, mais c'est là que Holly et les autres réalisateurs de la série s'amusent vraiment avec la mise en scène. Je pense au jeu avec les surfaces réfléchissantes et au dédoublement dans l'image, et plus généralement à la gestion de l'architecture brutaliste de l'île qui devient ce berceau épuré d'une nouvelle humanité. En convoquant le monde de l'enfance et du conte dans Alien, il y a ce côté monstre dans le placard qui se reconnecte aux interrogations originelles d'Alien sur nos peurs ancestrales, celles qui sont littéralement enfouies en nous et constitutive de ce que nous sommes en tant qu'espèce. Au fond, c'est cette donnée très humaine qui intéresse Holly. Et même si, à force, le discours sur les géants de la tech dévorés par leur hubris et leur soif de pouvoir sent un peu le réchauffer, ou sonne bien trop réel au choix, il y a dans Alien Earth une réflexion que je trouve vraiment intéressante sur le monde corporatiste qu'est celui de la franchise. En traitant ces équipages et ces Marines comme des êtres sacrifiables par rapport à l'organisme parfait que représente le xénomorphe, il y a toujours eu dans Alien ce lien étroit entre l'exploitation du corps travaillant et l'exploitation du corps sur le plan sexuel. L'alien, on le rappelle, mais avec sa tête de explicite et son système de reproduction qui enfante de manière forcée ses hôtes, ça reste avant tout une métaphore du Mais du coup, Alien Earth renouvelle cet élément horrifique fondateur de la saga en pointant du doigt que l'évolution logique des sociétés néolibérales, c'est d'imposer le travail à des personnes de plus en plus jeunes, ce qu'on voyait déjà dans Romulus d'ailleurs. Là, ça passe par le fait d'imposer à des enfants des corps d'adultes et on les envoie se faire traumatiser la gueule comme n'importe quel soldat qu'on envoie au front, ce qui se connecte intrinsèquement à cette donnée sexuelle latente dans Alien. Je trouve ça vraiment glaçant dans la relation qui se tisse à distance entre le jeune hybride Slightly et le capitaine Moreau, le seul survivant du Maginot qui veut récupérer le xénomorphe, quitte à essayer d'amadouer l'enfant dans un mélange de menaces et de persuasion tendance. Mais du coup, en disant tout ça, je me rends compte que ça se rapproche quand même pas mal de la direction prise par Ridley Scott sur ses préquels, qui accentuait la place de l'humain, du robot et du créateur, le plus souvent avec des moments café-philo pas toujours très réussis. Toutes les bonnes idées d'Alien Earth restent pour l'instant à l'état d'embryon. Et j'ai l'impression que ce gonflement un peu artificiel de sous-intrigue est parfois juste là pour rallonger la sauce, qui va au demeurant suivre un programme assez évident. On se doute bien que les créatures vont réussir à s'échapper et à foutre le sbeul. Donc comme bien souvent, Alien Earth, c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et si je dois être honnête avec moi-même,
Pour l'instant, je suis plutôt dans la team à moitié vide. Et je crois que j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me déplaît. Qu'il le veuille ou non, Noah Hawley a bien inscrit sa série dans la mode actuelle des legacy sequels, ces films d'héritage comme on en bouffe à Hollywood depuis pas mal d'années maintenant. Le début d'Alien Earth, même s'il prétend se détourner d'un remake d'Alien 1, ne peut pas s'empêcher d'être déférent envers son modèle. Sauf qu'en délitant l'horreur et en rajoutant des créatures pour ne pas trop filmer le xénomorphe, c'est comme s'il déclarait forfait. Que de toute façon, on pourra jamais faire mieux qu'Alien le 8e passager. Et ça me semble aussi cynique que lâche. Reprochez ce que vous voulez à des J.J. Abrams sur Star Wars ou à Fede Alvarez sur Alien Romulus, mais c'est des mecs qui ont des étoiles dans les yeux, qui transmettent l'amusement qu'ils ont à jouer dans le bac à sable. Et pour filer la métaphore, oui, le bac à sable est délimité, mais ça n'empêche pas de faire dedans le meilleur château possible. À titre de comparaison, je déteste viscéralement le premier Jurassic World parce que le film essaie de se dédouaner de sa propre nullité en poussant une métaphore sur ces dinosaures génétiquement modifiés, plus grands et plus forts, mais qui au fond ne vaudront jamais le T-Rex original et donc le premier Jurassic Park. Ce à quoi j'ai juste envie de répondre, bro, pourquoi t'as accepté de faire le film dans un premier temps ? Alien Earth n'en est pas à ce stade, mais il y a quand même cette notion d'aveu d'échec. C'est sûr qu'il faudrait laisser la franchise se reposer un peu, mais maintenant qu'on risque de se bouffer un nouveau crossover avec Predator, et vous savez aussi bien que moi que ça va arriver, autant peut-être que ce soit fait par des gens qui ont un peu envie de se faire kiffer ? Non ? Bien sûr, on regardera quand même avec curiosité les derniers épisodes d'Alien Earth, et je vous conseille pour ça d'aller voir les critiques hebdomadaires qu'on écrit sur le site d'Écran Large. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, et si vous voulez qu'on parle d'un alien qui met tout le monde d'accord, il y a la vidéo de Geoffrey sur le jeu vidéo Alien Isolation. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Stop!